Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre user group Pardot. On va patienter quelques instants, le temps que tous les participants se connectent. Juste deux mots sur les déclarations conditionnelles, simplement pour vous préciser que aujourd'hui on va vous présenter des fonctionnalités qui sont liées à Pardot Account Engagement et que si nous étions amenés à échanger lors de la fin de cette session sur des fonctionnalités futures qui sont sur la roadmap, simplement si vous n'êtes pas déjà client de la solution, prendre vos décisions d'achat sur l'existant avec Pardot. Merci à vous d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui. On va organiser régulièrement des événements, qu'il s'agisse d'événements physiques ou d'événements hybrides autour d'Account Engagement. Merci également de poser toutes vos questions pendant ce webinaire. On y répondra à la fin. Et enfin, merci de faire partie de cette communauté grandissante du user group Pardot, qui, on l'espère, va se développer et pour laquelle on va essayer de vous apporter le maximum de valeur. Bonjour à tous, François Perret, je suis le fondateur de l'agence Bamsou. On est une agence de marketing digital partenaire Salesforce spécialisée dans la mise en place et l'optimisation d'account engagement qu'on appelle également Pardot. On a 4 consultants Pardot dont je fais partie, ainsi que tous les corps de métier nécessaires à la réussite de vos projets. Et pour ce webinaire, j'interviendrai au titre de co-leader de la communauté officielle Salesforce Pardot France. Alexandre Ruiz, donc moi je suis architecte solution Salesforce chez HN Service. Donc j'ai pour habitude d'accompagner nos clients sur des problématiques de marketing automation, sur les produits Salesforce et également sur des problématiques concernant le corps de Salesforce. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Chavrier, je suis ingénieur solution au sein des équipes Salesforce sur toute la partie marketing. Mon métier, en fait, c'est d'apporter de l'expertise au quotidien aux personnes qui sont intéressées par les solutions de Salesforce, très souvent, du coup, Account Engagement, et de leur expliquer quelles sont leurs possibilités et ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet outil. Au niveau de mon background, je suis un ancien entrepreneur dans tout ce qui est data marketing et j'ai également travaillé dans le conseil pendant plus de 4 ans. Voici maintenant l'agenda de notre webinaire de ce jour. Dans un premier temps, Alexandre va nous parler du user group Pardot et ensuite, évidemment, nous vous présenterons 9 hacks pour booster votre instance de Pardot qu'on appelle également Account Engagement. Premièrement, ajustez automatiquement la hauteur de vos formulaires intégrés à votre CMS. Ensuite, on parlera du contenu dynamique et des snippets, comment les intégrer à l'intérieur du Builder Lightning. On parlera également du centre de préférence, comment le rendre multilingue et l'intégrer directement à l'intérieur de vos emails construits dans le Builder Lightning. On verra comment faire un formulaire avec 2 colonnes. On parlera également de la redirection dynamique d'un formulaire en fonction de la valeur que l'utilisateur a saisie dans un champ. On verra ensuite comment mettre en place un formulaire qui apparaît directement dans une pop-up à l'intérieur de votre site. On permettra également de forcer les téléchargements de fichiers qui sont hébergés par Pardot à s'ouvrir dans un nouvel onglet. On verra également la validation automatisée des données de vos formulaires et on terminera par une manière de créer un lien d'accès depuis vos layouts de lead contact vers le prospect dans Pardot Lightning. Alors le Pardot User Group, ici l'objectif donc c'est de pouvoir bénéficier d'un espace d'échange entre utilisateurs de Pardot. Ça nous permet de
créer des liens entre utilisateurs, de partager nos problématiques ainsi que nos succès. Ça permet également de pouvoir aider la communauté locale à approfondir l'expertise au niveau de Pardot. Et donc, ici, ce sont des événements toute l'année autour de Pardot. Alors, comment nous rejoindre? C'est très simple. Donc, on a deux éléments principaux. Il y a la page de la communauté. Donc, je vous invite évidemment à vous inscrire sur cette page. Et également le groupe Trailhead où vous pouvez communiquer soit entre vous, soit poser vos questions et on y répondra. Ensuite, en dessous, vous avez nos adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Dans ce hack, nous allons voir comment ajuster automatiquement la hauteur du formulaire que vous intégrez directement dans une page de votre site web réalisée avec le CMS. Si vous décidez d'intégrer vos formulaires Pardot dans votre CMS, par exemple WordPress et Elementor, le plus simple, c'est d'utiliser une iframe dont le code vous est fourni par le formulaire Pardot. Si vous utilisez en revanche le builder de landing page Lightning, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'ajustement automatique de la taille puisque c'est directement intégré. Ici, imaginons que vous ayez créé un premier formulaire, que vous ayez vérifié son look, que ce formulaire vous plaise bien, vous vérifiez les différents labels, donc vous décidez maintenant de l'intégrer directement à l'intérieur d'une page déjà existante. Pour ceci, vous allez regarder le code HTML qui va vous être fourni par Pardot, le copier et l'intégrer directement à l'intérieur d'un composant HTML. On voit ici un exemple avec WordPress et le gestionnaire de page Elementor. Donc, vous sauvegardez la page et à partir de là, vous avez un rendu comme celui-ci qui pose le problème que la taille de l'iframe étant décidée une fois pour toutes, ici elle est fixée à 500 pixels, c'est ce qu'on voit dans le code qui nous est fourni, vous allez avoir un problème de scroll bar ici. Si par exemple vous postez votre formulaire pour voir les champs qui doivent être remplis, vous allez avoir une scroll bar encore plus grande. Et si vous postiez votre formulaire ici et que vous décidiez avec les bonnes valeurs, du coup vous auriez le message de remerciement qui s'afficherait en tout petit, laissant ici un grand espace vide, ce qui serait pas du plus bel effet. On va donc remédier à ce problème, et pour remédier à ce problème, on va utiliser une librairie qui s'appelle iframe resizer, qui va faire le travail à notre place, et on va voir qu'en très peu d'étapes, en 2 étapes, on va réussir à résoudre ce problème de manière très très simple. Alors la première étape, on va ajouter dans le formulaire, dans la partie sous le formulaire, sa partie source, on va rajouter le code qui est à l'écran, que vous pourrez récupérer directement dans les slides de cette présentation, et on va faire la même chose, on va également l'ajouter dans le code de remerciement pour que la partie remerciement s'ajuste également à la taille de son contenu. Donc de manière très simple, on va éditer le formulaire. On va ensuite se rendre dans la partie Look and Field, dans la partie Below the Form, sous le formulaire. On va éditer ici le code et on va ajouter ce petit bout de code ici. Alors, il est possible que iframe resizer ait changé de version d'ici là. Là, c'est une version hébergée dans un CDN. Et on va faire la même chose. On va ajouter également ce code dans la page de remerciement. Donc ici, la page Thank You Code, on va rajouter exactement le même code. Dernière petite modification à faire, directement sur la page du CMS, on va devoir rajouter effectivement l'appel la possibilité d'ajuster la taille de l'iframe, et pour ça on va donner un ID à l'iframe, on va ici le mettre avec un fond blanc, on va arrondir son angle, c'est juste du style, et intégrer ici la librairie également. Donc concrètement, à l'intérieur de notre éditeur de landing page, ça nous donne ceci. On ajoute le script, on ajoute ici l'iframe en lui rajoutant une ID, et ensuite on précise que c'est cet ID, que c'est cet élément-là qu'on va resizer de manière automatique. En procédant de cette manière, on arrive sur une page ici qui du coup présente le bouton. Si par exemple je décide de poster pour voir quels sont les champs indispensables, on a bien un ajustement automatique de la taille. Si je remplis ce formulaire, par exemple, ici j'oublie le champ indispensable, on voit bien qu'on n'a plus qu'un seul champ qui est indispensable et que la taille du formulaire s'est à nouveau ajustée. Ici je vais poster du coup une valeur, je vais poster le formulaire
Et là, maintenant que tous les champs sont postés, on a bien un message de remerciement qui s'ajuste automatiquement à la taille. Et donc j'ai plus cette grosse zone grise qu'on avait ici, qui n'était pas du meilleur effet. On va maintenant voir comment ajouter du contenu dynamique, mais cette fois-ci directement sur le Lightning Builder. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, déjà, première chose importante à préciser, le contenu dynamique aujourd'hui n'est pas officiellement supporté par Salesforce sur les emails Lightning. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment un hack qui va fonctionner la majorité du temps, mais c'est pas garanti par Salesforce, c'est pas une fonctionnalité qui est développée là-dessus. Donc, je vous invite à voter pour qu'elle le soit officiellement, mais je tenais quand même à essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser cette solution qui va fonctionner la majorité du temps. Ça va fonctionner en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez créer votre contenu dynamique. Donc ça, on est sur quelque chose d'assez classique que vous savez faire si vous utilisez déjà ces fonctionnalités, ou vous préparez dans la partie content tout ce que vous allez mettre de dynamique par rapport aux emails que vous allez envoyer. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on récupère ce code qui est destiné au contenu dynamique et comment est-ce qu'on l'intègre par la suite dans l'email builder. Et bien évidemment, une fois que vous l'avez intégré, vous le testez et vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Donc allons maintenant, alors déjà si vous pouvez faire un petit tour sur l'ID Exchange pour upvoter sur cette fonctionnalité, je pense que ce serait toujours intéressant. Allons maintenant dans une org account engagement assez classique où là en fait j'ai créé vraiment mon email et j'aimerais bien y intégrer du contenu un petit peu plus dynamique directement. Donc je vais aller directement dans la partie content sur la partie dynamic content. Je vais créer mes 3 blocs de contenu dynamique qui vont être en fonction du type du nom de la société. Je vais avoir un contenu qui va être spécifique. Ensuite, je vais aller dans l'ancien builder d'Account Engagement, où là, je vais simplement ouvrir une page et je vais essayer de récupérer simplement le code qui est destiné au contenu dynamique. Donc, je vais aller sur le petit éclair Dynamic Content. Je vais choisir le contenu qui me semble adapté, donc celui du Salesforce Tour. Je vais mettre OK et en fait, je vais avoir un Dynamic Content ici qui va s'afficher, qui va être le Dynamic Content 639. Je fais un copier-coller et je vais retourner dans l'email builder. Là, en fait, je vais simplement avoir un bloc qui peut être rich text ou HTML et je vais faire un copier-coller de ce code à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon email à proprement parler et je veux vérifier en fait que ça fonctionne. Donc je vais sur une partie qui va être là vraiment destinée au preview. Je tape n'importe quelle personne, donc Terry Schmidt, qui va avoir visiblement le texte standard. Et si je veux voir par rapport à mon contenu que j'ai choisi dynamique, je vais prendre Bob Hodge qui appartient à la société Omega, qui lui va avoir un contenu différent. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez ajouter du contenu dynamique directement dans Account Engagement sur la partie Email Builder Lightning. Dans ce hack, nous allons voir pourquoi et comment utiliser un centre de préférence ou des centres de préférence personnalisés à l'intérieur du Builder Lightning. Alors, admettons que vous ayez fait un email dont vous êtes content, vous décidez de l'envoyer en cliquant sur le bouton Save, en choisissant un email marketing, et là, on vous dit qu'il manque un lien. À l'intérieur des emails de type marketing doit figurer soit un lien de type unsubscribe, soit un lien de type email preference center. Alors, je décide de modifier mon builder, mon email à l'intérieur de mon builder. Normalement, on fait ça dans le template, comme ça on est sûr qu'on l'a systématiquement à l'intérieur de tous les emails qu'on crée à partir de ce template. Et donc ici, je vais rajouter une petite zone de texte dans laquelle je vais venir mettre un merge field. Ici, j'ai le choix dans Other et je vais choisir de type unsubscribe. Je vais l'insérer. Et je vais ici mettre un lien en indiquant que l'utilisateur va pouvoir se désinscrire.
désinscrire. Voilà, je choisis le lien et à la place du lien, je mets le merge field qui m'a été indiqué. Voilà, si je sauvegarde tout ceci et que je décide de refaire la même manipulation, c'est-à-dire d'expédier cet email, hop, send ici, et que je choisis un email marketing toujours, je passe à l'étape d'après et je pourrai aller jusqu'au bout et envoyer mon email. Ceci fonctionne, mais vous allez vite vous apercevoir qu'à chaque fois que vous envoyez une communication, du coup, vos utilisateurs ont la possibilité de se désinscrire de tout, mais ne peuvent pas se désinscrire de manière granulaire. Donc c'est ainsi qu'interviennent les centres de préférence où vous allez pouvoir créer des listes publiques. Ici, on a la liste nos événements, nos newsletters, des informations ponctuelles. Et chacun de vos utilisateurs va, plutôt que de se désinscrire de tout, le lien figure quand même, mais on donne la possibilité aux utilisateurs de rester inscrits, par exemple, aux informations ponctuelles ou aux événements. Alors, comment mettre en place un centre de préférence? Ça va reposer sur le fait qu'on va mettre en place des listes publiques et automatiquement, vous allez avoir un centre de préférence par défaut qui va afficher toutes vos listes publiques. On voit ici un petit hack, le nom des listes publiques est préfixé d'un numéro qui va nous permettre d'avoir un affichage garanti dans l'ordre qui nous intéresse. Donc dans mon email maintenant, je vais pouvoir le modifier pour ne plus mettre un lien de désinscription global, mais mettre un lien vers le centre de préférence. Comment faire? C'est très simple, je procède de la même manière. Je vais rajouter ici un merge field de type Email Preference Center. C'est donc le centre de préférence par défaut. Et ici, je vais créer un lien centre de préférence que je vais venir renseigner avec la valeur du merge field que je viens de coller ici. Donc lien URL, voilà. Et là-dedans, je peux faire un sauvegarder. Et si je veux expédier cet email, on va me dire la même chose. C'est OK. On va quand même le vérifier. Voilà, je vais envoyer un email marketing. Et là, j'arrive tout de suite à l'interface sans avoir d'avertissement en rouge. Tout ceci est super. Maintenant, je décide que je veux passer à une gestion multilangue de mon Pardot et donc je veux pouvoir proposer à mes utilisateurs d'avoir des centres personnalisés différents. Pour ça, je vais créer d'autres listes publiques traduites avec un nouveau label. Là encore, je peux utiliser mon petit hack. Le souci que vous allez rencontrer si vous faites ça, c'est que votre centre de préférence, par défaut, celui qui s'affiche dans le Builder Lightning lorsque l'on sélectionne le merge field qu'on nous donne, va afficher ici toutes vos listes. Donc, le petit souci, c'est qu'on a ici une espèce de joyeux mélange entre les listes françaises, les listes anglaises. On va être amené pour ça à créer ce qu'on appelle des centres de préférence personnalisés. Parce que une fois qu'on crée un centre de préférence personnalisé, donc c'est très très simple, il suffit d'aller dans Preference Pages de Email Account Engagement et de faire New Add Email Preference Center. Ici, il est déjà fait. Et donc, l'avantage d'un centre de préférence personnalisé, c'est qu'on peut choisir, contrairement au centre de préférence par défaut, quelles sont les listes publiques qui vont y figurer. Ce qui va me permettre ici d'avoir un centre de préférence en français et un centre de préférence en anglais. Je décide donc de venir utiliser mes deux nouveaux centres de préférence, le centre de préférence français dans l'email content destiné aux Français et le centre de préférence en anglais dans l'email content destiné aux utilisateurs de langue anglaise. Pour ceci, je vais modifier ici mon contenu d'email français en allant modifier effectivement le code source. Je vois ici que j'ai Email Preference Center. Je vais donc ici vouloir rajouter le merge field de mon centre de préférence personnalisé. Pour ceci, je clique sur Merge Field, Other, et là, petit problème, je ne vois pas apparaître mes centres de préférence personnalisés. Si vous avez utilisé le builder classique des emails de Pardot, vous savez que il donnait cette possibilité justement de choisir le centre de préférence personnalisé que vous vouliez mettre en place ici, et c'est tout l'objet de ce hack. À l'intérieur du builder Lightning d'email n'apparaît pas le centre de préférence et les centres de préférence personnalisés. Qu'à cela ne tienne, on va voir qu'il est très facile de réaliser une modification pour pouvoir bénéficier de nos nouveaux centres de préférence.
Comment faire? On a donc ici un merge field, Email Preference Center. Si j'affiche la liste de tous mes centres de préférence et que je passe ma souris sur un centre de préférence français ou un centre de préférence anglais, s'affiche en bas à gauche une URL avec un identifiant à la fin de l'URL. Par exemple ici, si je passe sur ma souris sur le centre de préférence en anglais, je vois toute une URL ici qui se termine par 10 685. Et donc, il me suffira de modifier l'Email Preference Center, le merge field que j'ai ici, en rajoutant un underscore et l'ID du centre de préférence qui m'intéresse. Donc si ici je veux rajouter le centre de préférence français, je passe ma souris sur le centre de préférence en français, je vois que l'identifiant en bas à gauche c'est 10 682. Je vais donc pouvoir très facilement ici venir éditer mon centre de préférence pour rajouter un underscore et 10 682, ce qui va me permettre ici de sauvegarder et lorsque les utilisateurs cliqueront sur cet email, de voir apparaître leur centre de préférence français et les Anglais ou les personnes de langue anglaise à qui j'enverrai un email anglais, j'aurai fait attention à mettre le centre de préférence en anglais exactement de la même manière. On passe maintenant à la partie sur comment faire un formulaire double colonne. Alors, c'est une manipulation qui est assez simple, qui est régulièrement demandée par nos clients et qui va se faire en 3 étapes. 3 étapes que je vais vous expliquer maintenant. La première partie, ça va être d'ajouter les classes CSS sur votre formulaire. La technologie Account Engagement est prévue pour ajouter plusieurs classes à votre formulaire, donc plusieurs colonnes, et je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça directement dans la solution. Une fois que vous allez faire ça, il va falloir modifier un petit peu le code HTML et CSS de votre formulaire. Dans un premier temps, on va aller sur le formulaire à proprement parler. Soit vous allez modifier votre code, soit vous allez utiliser un copier-coller d'un code qu'on va vous partager aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, on va aller vraiment sur la partie CSS et je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez placer votre code précisément au niveau du formulaire pour vous assurer que ça va s'afficher correctement. Je continue, mais cette fois-ci en allant plus sur la partie directement liée à la démonstration. Alors, dans la première partie, on va aller sur la partie formulaire, un formulaire que vous avez créé. Donc là, je suis parti sur un truc assez basique existant avec des champs classiques. Et maintenant, je vais définir en fait où est-ce que je les place à l'intérieur si ça va être une colonne à gauche, à droite, ou alors une colonne globale. Pour ça, je vais aller dans la partie formulaire, je vais choisir un champ en particulier, là j'ai choisi le champ prénom, et je vais aller sur la partie Advanced. Une fois que j'arrive ici, en fait, je vais dans la partie CSS class, et je vais préciser en fait la place que je veux pour ce champ en particulier. Donc là j'ai choisi colonne 1, donc ça va être à gauche, si je mets colonne 2, ça va être à droite, et si je mets full, ça va être l'intégralité du système. Donc rien de très compliqué jusqu'ici, vous avez juste à faire ces modifications sur l'intégralité de vos différents champs. On passe maintenant à la partie HTML. Donc ça c'est un truc assez basique, on vous a préparé un code qui est assez simple à copier-coller directement dans le layout de votre template de forme. Donc soit vous y connaissez un petit peu en HTML et vous pouvez faire des modifications, soit vous récupérez ce code. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait ces éléments, vous allez aller dans la partie Layout Template, donc la layout qui est liée au formulaire que vous venez de créer, et vous allez aller dans la partie Forme, juste ici, et faire un copier-coller de ce code HTML qu'on vous a mis, qui va vous permettre d'afficher correctement ce que vous souhaitez. Ensuite, on va passer à la partie CSS. Donc ça, c'est pour qu'il y ait un affichage qui soit correct. Là aussi, on vous a préparé un code. Vous faites juste un copier-coller et en fait, vous allez l'intégrer par la suite directement sur votre formulaire cette fois-ci, donc pas sur la partie layout. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans la partie look and feel et en fait, vous allez rester sur la partie above form. Et vous allez ici dans la partie code faire un copier-coller ici, donc ça va pas se voir en temps normal, mais si vous creusez, vous verrez effectivement ces éléments.
Et le résultat, c'est que vous allez avoir un magnifique formulaire qui va s'afficher, qui va être en 2 colonnes ou en colonne full si c'est souhaité. Ça, c'est un petit hack, on va dire, relativement simple et qui sera toujours apprécié par les utilisateurs finaux ou par vos clients s'ils le souhaitent. Alors concernant ce hack, il va nécessiter quelques petites légères connaissances de JavaScript. Donc ici, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir rediriger de manière dynamique nos clients ou prospects en fonction de ce qu'ils vont pouvoir sélectionner comme valeur dans un champ de type liste de sélection sur un de nos formulaires. Alors, ici, donc, on est sur une landing page et on a sur la partie droite le formulaire avec ici la liste de sélection avec 4 valeurs, Google, Yahoo, YouTube ou Salesforce. Et en fait, en fonction de si l'utilisateur donc clique sur Google et soumet le formulaire, il sera redirigé vers google.com. Et ainsi de suite pour chacun des autres choix disponibles au niveau de cette liste de sélection. Alors, je vais vous montrer le rendu directement sur la landing page en question. Donc là, je suis sur ma landing page Pardot. Donc, je vais aller sur cette landing page directement. Donc ici, je vais pouvoir mettre une adresse email au hasard et par exemple, donc cette fois on va sélectionner Salesforce. Donc là, quand je vais cliquer sur le bouton envoyer le formulaire, ce que ça va faire, c'est que ça va créer donc mon enregistrement de prospect dans Pardot et ensuite je vais être redirigé directement vers salesforce.com. Donc je clique. Et là, ici, je viens d'être redirigé automatiquement sur salesforce.com. Donc, alors, comment ça s'articule au niveau du paramétrage de cette fonctionnalité, de ce hack? C'est plutôt assez simple. En fait, donc, ça se fait au niveau du formulaire en question. Et ça se paramètre donc au niveau des completion actions. Et l'idée, c'est de dire de venir exécuter un script une fois que le prospect donc a soumis le formulaire. Donc, je vais vous montrer très rapidement où c'est à paramétrer. Et par ailleurs, vous avez aussi la possibilité donc dans les slides d'avoir un lien vers le code JavaScript en question. Ici, je modifie mon formulaire pour vous montrer. Ici, donc, je vais dans mes completion actions. Et en fait, au niveau des onglets ici, je vais dans le Thank You Code. Et là, j'ai la possibilité donc de coller le code JavaScript. Donc, c'est plutôt assez simple. Ici, c'est la variable sur laquelle on va s'appuyer en fait pour faire les différents cas de redirection. Donc moi, c'est un champ qui s'appelle Website Location, qui est paramétré côté Pardot en drop-down, donc en liste de sélection avec ces 4 valeurs. Et donc, pour chacune de ces 4 valeurs, j'ai les sites internet qui correspondent sur la partie droite. Donc, on peut rajouter autant de cas spécifiques qu'on a de valeurs au niveau de sa liste de sélection. Et puis, évidemment, on rajoute le site qui nous intéresse. Donc là, dans cet exemple, c'est fait avec un site internet, mais on aurait très bien pu le faire avec un produit, on aurait très bien pu le faire avec un livre blanc, on aurait très bien pu le faire avec un use case, etc., etc. Donc cette fonctionnalité-là, elle est plutôt très pratique et elle permet de tout gérer à un seul et même endroit. Alors c'est un petit peu de JavaScript à mettre en place, mais c'est relativement simple et relativement maintenable. Donc voilà, j'espère que ce hack, vous aurez l'occasion de l'utiliser et qu'il vous plaira. Passons maintenant sur comment réaliser un formulaire pop-up sur une landing page Lightning. Alors, on sait déjà comment tous intégrer un formulaire
dans une page Lightning, ce qui est relativement simple, mais on peut avoir certains de nos partenaires, certains de nos clients qui ont des attentes avec un système de pop-up, c'est-à-dire quand on clique sur un bouton, il va y avoir le formulaire qui va s'afficher. Nous, on va essayer de vous expliquer en 3 étapes comment est-ce qu'on peut faire ça de façon très simple et notamment avec la version Lightning. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un code que notre ami François de l'agence Bamsou a créé et qui peut vous être accessible sur la page souhaitée. Donc ça va être toujours en 3 étapes. Dans un premier temps, il va falloir modifier le code du bouton. Donc sur la page d'inscription à proprement parler, on va mettre un code pour qu'il y ait une action qui soit d'ouvrir le pop-up. Ensuite, on va aller dans la partie setting où on va mettre le script dans le header et le footer pour que on ouvre effectivement. D'un côté, il y a l'action d'ouvrir, qu'elle fonctionne avec le bouton, et de l'autre côté, qu'on affiche le contenu qui soit souhaité. Et évidemment, comme on veut s'assurer d'avoir, le bon contenu affiché à l'intérieur du formulaire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on choisit ensuite l'iframe spécifique pour pouvoir avancer. Alors, on va aller directement dans une org Account Engagement, où là j'ai créé une page pour le World Tour du 16 mai, mais j'ai pas mis de formulaire dedans, j'ai mis simplement un bouton inscrivez-vous au World Tour. Comment est-ce qu'on va travailler tous ces éléments? On va se baser sur le travail de notre ami François, qui nous a fait une magnifique page pour créer ça, où il y a 3 types de codes, un code qui est lié au bouton, un code qui va être lié au header et un dernier code qui va être lié au footer. Donc on commence par la landing page où en fait on va aller dans la partie bouton où on va reprendre ce qu'il a réalisé. Évidemment, vous faites un peu de stylisation pour faire un truc un peu plus joli et adapté de la bonne couleur de ce que vous souhaitez, mais vous restez sur le même code qui est juste ici. Une fois que vous avez créé cette partie-là, on va retourner dans la partie pop-up, mais sauf que plutôt que d'aller sur le contenu que je vous ai montré ici, vous allez aller dans la partie setting et vous allez remplir les 2 éléments qui sont juste ici. Donc dans cette partie-là, vous allez reprendre précisément le code qui est proposé par François, où vous mettez simplement l'action derrière, et ensuite sur la partie footer, vous allez mettre les informations qui vous intéressent, c'est-à-dire le contenu du pop-up. Donc évidemment, vous pouvez mettre un nom sur title, sur l'HTML, en fait, vous reprenez l'iframe du formulaire. Je vais vous montrer comment la récupérer juste après, et vous avez même la possibilité de rajouter une image si vous souhaitez. Évidemment, toutes ces choses-là sont customisables. Là, c'est juste un standard qu'on souhaite vous proposer. Pour récupérer l'iframe derrière, c'est très simple. Vous allez sur votre formulaire en question, vous allez dans cette petite partie-là, View HTML Code, et là, vous récupérez directement l'iframe. Et une fois que vous avez créé tout ça, vous avez une magnifique page qui s'affiche juste ici, et quand vous allez cliquer sur le bouton, hop, toutes les informations en pop-up vont apparaître. Voilà sur cette partie qui est liée directement à la création de formulaires pop-up sur une page Lightning. Alors ce hack est plutôt une mise à jour qu'un hack en tant que tel côté Salesforce, mais c'est quelque chose qui est très pratique, qui était vraiment un gros pain point auparavant. L'idée, c'est d'avoir la possibilité de, lorsqu'on héberge un fichier sur Pardot, lorsqu'un client souhaite télécharger le fichier, de lui donner la possibilité qu'il puisse s'ouvrir en fait dans un nouvel onglet de son navigateur. C'est vrai qu'auparavant, on n'avait pas cette possibilité et il était obligé de le télécharger sur sa machine localement, ensuite se rendre là dans le dossier où il l'avait téléchargé et puis après ensuite de double-cliquer dessus pour pouvoir l'ouvrir, notamment par exemple dans le cas de fichiers PDF. Donc ce qui s'est passé, c'est que depuis le 23 février 2023, côté fichier au niveau de Pardot, quand maintenant vous allez uploader des fichiers, en fait, ils vont avoir cette option d'activer automatiquement qui va consister à
ouvrir le fichier dans un nouvel onglet, donc par exemple un PDF, plutôt que de le télécharger et de devoir retourner dans le dossier où est stocké le fichier, puis d'ouvrir. Alors, je vais vous montrer les deux comportements avec celui d'avant et celui d'après. Ici, vous avez l'aide de Salesforce qui explique le pourquoi du comment. Effectivement, c'était une idée qui avait été ouverte depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'était assez frustrant de devoir parfois héberger ces fichiers vers l'extérieur à cause de ça. Donc là, je suis dans Pardot au niveau de mes fichiers. Donc j'ai deux versions. Donc ici le fichier whitepaper.pdf avec l'ancienne version et puis après la nouvelle version. Donc sur l'ancienne version, c'est très simple. Donc je vais cliquer ici sur le lien pour le télécharger. Donc je clique, ça ouvre un nouvel onglet, puis là ça l'a téléchargé sur ma machine. Mais c'est tout. Maintenant, si je voulais aller consulter le fichier, il faut que j'aille dans mon dossier de téléchargement, que je l'ouvre, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'ancienne version. Maintenant, la nouvelle version, je vais cliquer sur le lien, et cette fois-ci, donc le fichier va directement s'ouvrir dans mon navigateur. Donc j'ai vraiment pas d'autres actions spécifiques à faire. Et ça évite en fait finalement de perdre un petit peu les prospects ou les clients quand ils essayent de consulter nos livres blancs dans cet exemple-ci. Ça évite de les perdre à ce qu'ils retournent sur leur machine ou à ce qu'ils se disent je le regarderai plus tard, etc. Donc c'est vraiment une mise à jour que moi je considère très très importante. Elle est pas très visible, mais elle est redoutable. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Dans ce hack, nous allons nous intéresser à la validation automatisée des données de vos formulaires et nous allons voir notamment comment il est très simple de faire en sorte de filtrer les adresses email de vos concurrents pour qu'ils ne puissent pas créer un prospect à l'intérieur de Pardot. Vous avez d'autres possibilités. Vous pourriez par exemple enrichir automatiquement le préfixe du numéro de téléphone saisi en fonction de la langue du navigateur. D'autres déclinaisons possibles qui reposent toutes sur un même schéma qu'on va présenter ici sans rentrer dans le détail du code. On va rajouter un bout de code dans Look and Field en éditant directement le formulaire, Bill of Form et directement en éditant le source, la source de ce qu'on a justement sous le formulaire. Ici, on va procéder de manière très simple. On va utiliser jQuery et lorsque le formulaire sera opérationnel, on va venir s'abonner aux modifications du champ d'email, classe qu'on aura rajouté. On va voir ça dans le formulaire lui-même. Et donc, dès qu'une modification a lieu, on va aller regarder si l'adresse email saisie contient l'une des chaînes de caractères parmi comp1, comp2 ou OPP. Donc ici, vous pouvez mettre 15, 20, 30 compétiteurs. Vous pouvez juste mettre le nom de leur marque. En tout cas, dès lors qu'ils vont saisir une adresse qui va contenir cette chaîne de caractères, on va automatiquement ici rendre inactif le bouton et cacher le bouton de soumission pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas d'eux. Évidemment, vous pourriez rajouter un label, vous pourriez faire apparaître une alerte, il y a énormément de choses que vous pourriez faire. Donc, première étape, afin de pouvoir s'abonner aux modifications du champ formulaire, on va aller rajouter une classe dans le formulaire. Donc ici, dans le champ email, on voit que on a dans la partie Advanced une classe CSS email field et c'est cette classe-là qu'on va aller récupérer pour pouvoir s'abonner aux modifications. Quand une modification aura lieu, on va du coup déclencher le code suivant. Donc je disais qu'on le met dans Bill of Form et qu'on édite ici le code source. Et donc faisant ça, on va récupérer donc ici notre champ email field et chaque fois qu'il y a une modification qui est faite, on va aller regarder si l'email saisi contient soit comp1, soit comp2, soit OPP. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez ici pour correspondre à la liste de vos concurrents et on va à ce moment-là désactiver le bouton pour que l'utilisateur ne puisse pas saisir
ne puisse pas saisir son adresse mail et soumettre le formulaire pour créer un prospect. Donc concrètement, à quoi ça va ressembler? On a ici exactement le même formulaire que tout à l'heure. Et ici, si je mets un formulaire, si je renseigne une adresse par exemple, et que je suis un nouveau compétiteur, voilà, automatiquement, je vois disparaître le bouton ici. Pareil, si je mets comp 2, ou on l'a vu également, la troisième possibilité, OPP, bien sûr, vous pourriez mettre n'importe quoi là-dedans. Donc, c'est un hack qui, pour l'instant, cache le bouton. Vous pourriez, encore une fois, mettre des avertissements, encadrer l'élément en rouge, rajouter une explication. Le principe reste le même. On s'abonne à la modification d'un champ et, en fonction de ce qui a été saisi par l'utilisateur, on décide d'une action à mener. Alors, ce hack est relativement simple, mais très pratique, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir un lien d'accès, donc depuis un lead ou un contact dans Salesforce, vers son prospect côté Pardot. Il existe déjà un lien qui permet de faire ça, mais ça redirige vers l'ancienne version de Pardot, donc l'application web. Là, l'idée, c'est de pouvoir, au clic sur un lien, rediriger vers le prospect Pardot, mais en restant dans Salesforce. Alors, comment ça s'articule? Donc, on a en premier lieu l'ancienne version de l'URL Pardot, et avec le hack, on a donc la nouvelle version qui permet donc de bien rediriger vers le prospect correspondant, mais tout en restant dans Salesforce. Alors, je vais vous montrer maintenant dans Salesforce. Donc là, je suis au niveau d'une fiche contact dans l'onglet détail avec toutes les informations qui correspondent au contact. Ici, donc l'ancienne version. Donc si je clique dessus, on voit que ça m'ouvre un nouvel onglet et ça me demande de me loguer, parce que là je ne suis pas logué, mais c'est bien et bien l'ancienne version web de Pardot. Tandis qu'avec donc ici la nouvelle version grâce à ce hack, quand on clique dessus, on va être tout de suite redirigé dans le prospect correspondant, donc dans Pardot, mais à l'intérieur de Salesforce, donc sur la version Pardot Lightning. Au niveau de ce hack, il est plutôt assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il s'agit uniquement de créer un champ de type formule sur l'objet contact ou l'objet lead. Ici, vous avez le détail, et au niveau des slides, vous seront partagés un petit tuto pour savoir comment créer ces champs avec tout le détail nécessaire. Merci à tous pour votre participation à cet événement. On a eu quelques questions dans le chat, mais peut-être qu'il y en a des complémentaires. Donc si vous en avez, c'est le moment de les poser. Beaucoup de likes, pas forcément de questions. Alors, je vous précise quand même deux, trois éléments. Évidemment, il y a peu de chances pour que vous ayez eu le temps de recopier tous les codes qui vous ont été montrés aujourd'hui. Donc, on va vous partager à tous, évidemment, un replay de cette session pour que vous puissiez récupérer le hack qui vous intéresse, et bien évidemment le support qui est associé, afin que vous ayez accès aux différents bouts de code sur la session. Évidemment, si vous avez envie d'échanger, de débattre sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le user group d'Account Engagement. Notre objectif, c'est vraiment de créer une communauté d'échange derrière, ou de contacter François, Alexandre ou moi-même. On sera ravis de vous aider sur les différents sujets. S'il n'y a pas de questions complémentaires, Sabrina, peut-être une question avant d'arrêter.
Non, juste un merci, c'est très bien. Dans ce cas, on vous remercie tous d'avoir participé à cette session. Il y en aura bien évidemment des prochaines qui vont arriver très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, très belle journée et à bientôt.